Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire proposé par DailyFX France. Valentin Franc avec vous pour faire un point du marché du vendredi 30 juin 2017. Alors aujourd'hui, hier, les valeurs technologiques se sont repliées à nouveau, hein. Il semble que, elles oscillent depuis environ 2 semaines. On a eu l'enquête de confiance aux UK qui a été publiée ce matin, au plus bas depuis le vote du Brexit. Et enfin, mes stratégies que je vais vous proposer, Bull NZD, Bullish CAD, et à l'inverse, on va vendre plutôt le dollar US et le CHF. Bonjour à vous, François. Donc, avant de poursuivre ce webinaire, comme vous le savez tous, on commence par l'avertissement à ce risque. Alors, trader le Forex et où les CFD impliquent un niveau de risque élevé ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans ces documentations. Alors, on prend la température du marché. Les indices américains qui, comme vous pouvez le voir, se sont repliés hier. La plus grosse baisse, pardon, c'était le Nasdaq, hein. Ça montre bien que les valeurs technologiques, euh, ont été les moins performantes hier. Le T-Note à 10 ans a progressé hier de 1,82% sur une semaine. Ça fait plus de 6%, donc ce qui est relativement élevé. Le DXY a continué sa baisse, moins 0,44. Et enfin, pendant l'instance asiatique, donc le yen a très très peu progressé, pardon. Le gold, donc le gold de yen plutôt stable en fait, hein. Et ensuite, les indices, ont reculé, mis à part le MSCI Asia Pacifique. Voilà, donc ces données ont été enregistrées à 8h15. Calendrier économique du jour. Alors, nous avions eu l'indice national des prix à la consommation du Japon sur une année qui a été publié euh, dans la lignée de la précédente publication, alors qu'il était prévu en progression de 0,1 point. L'indice PMI manufacturier chinois qui a été publié à 51,7 compte 51,2, donc c'est une progression et c'est une surprise puisque le consensus tablait sur un léger repli et au final c'est une progression par rapport à la précédente publication. Ce matin, nous serons attentifs dans 55 minutes environ, 53, à l'évolution du taux du chômage allemand, attendu en léger repli, donc le taux de chômage à 5,7%, l'estimation de l'indice des prix à la consommation dans la zone euro, 1,2 contre 1,4% la présente publication. Je vous rappelle qu'on a eu l'indice des prix à la consommation hier en Allemagne qui a été publié en hausse, 1,6 contre 1,4, donc on peut s'attendre globalement, peut-être, à une hausse dans la zone euro. Ne faisons pas de pronostics, mais bon, on ne sait jamais. L'indice core, hein, des indices de prix à la consommation est attendu en progression 1,2 contre 0,9%. PIB canadien 3,4 contre 3,2%, donc en hausse. Et enfin, la dépense de consommation de référence des ménages à 1,4 contre 1,5, contre donc un léger repli aux États-Unis. Bref, on aura pas mal d'annonces aujourd'hui. En plus de cela, c'est les 4 sorcières, donc de la volatilité en fin de séance américaine. Le graphique du jour, ce n'est ni plus ni moins que les performances au premier semestre. Alors il reste cette séance, hein, qui marque la fin de la semaine, la fin du mois de juin et aussi la fin du premier semestre. Donc ces chiffres ne sont pas encore, ce n'est pas les statistiques finales, mais voilà, ça donne un petit peu la température. Le marché des indices qui a le plus progressé, qui a beaucoup progressé en ce début d'année, qui superforme vis-à-vis de 2016. Alors parmi les top performances, on retrouve l'indice technologique Nasdaq, suivi ensuite par le S&P et le Dow Jones. Du côté de l'Europe, on retrouve les indices DAX et CAC qui superforment vis-à-vis de l'Eurostoxx. Et enfin, nous avons donc au niveau de l'Asie, le Hang Seng Index, donc l'indice taïwanais, MSCI Asia Pacifique et enfin le Nikkei. Le Nikkei, forcément, qui a été impacté par le léger rebond le léger rebond du yen depuis le début de l'année. C'est une devise qu'on short parce que c'est une devise qui sous-performe les autres devises majeures, mais qui est légèrement orientée à la hausse. Voilà, le T-Note, quant à lui, rebondit de 2,14%. Donc le rendement à 10 ans américain rebondit de 2,14% sur le mois de juin, mais sur l'année recule de 5,42, ce qui est une performance assez mauvaise. Alors on passe au marché. Alors, je me suis fait un petit graphique, donc vous voyez cette formule. Donc on a les taux américains plus les taux allemands plus les taux japonais plus les taux canadiens. J'ai fait
ce graphique tout simplement pour voir un petit peu le marché des taux. Est-ce qu'il est vendu, est-ce qu'il est acheté? Ça donne un petit peu la température d'où vont les flux. Je suis en train pareil de faire la même chose sur globalement les indices majeurs. Je n'ai pas fini parce que j'ai fait que donc le Russell 2000, le Russell 2000, l'Eurostock 600. J'essaie de trouver des indices assez larges dans toutes les dans toutes les zones géographiques pour voir concrètement comment. Ah, excusez-moi, image bloquée, pas d'image, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, alors je vais revenir rapidement sur ce graphique-là, étant donné qu'il était assez intéressant. Voilà, je vous laisse en prendre part. Au passage, je salue alors François Hoffman. Euh, je salue tout le monde, hein. Bonjour à vous tous. Merci pour avoir confirmé l'image, François. Donc je repasse au graphique. Alors ce graphique-là, comme je vous dis, il me manque un petit peu quelques actifs pour représenter le marché des actions, euh, le marché mondial des actions. Vous voyez qu'il est en progression depuis début 2016. Il a cassé donc. Alors ça va juste donner la température. Ça nous permet de voir si le marché est en appétit ou en aversion pour le risque. Donc vous voyez, on a un marché des actions qui est en progression. Là, on a le marché obligataire, entre guillemets, voilà, qui est en hausse, donc il s'est vendu. Et voilà, c'est un petit peu les deux actions que j'ai, enfin les deux marchés que j'essaie de représenter au mieux. Alors on passe dans le vif du sujet, le Hang Seng Index qui revient, qui rebondit sur les 25 635 points. On a toujours cet objectif à 20 090 sur du moyen terme. Le Shanghai Composite y continue de rebondir. Le Nikkei évolue entre les 20 000 et 20 235 points. Le CAC ouvre à la baisse. Alors moi j'ai prévision baissière pour les indices. On a eu Wall Street qui était baissier hier, la science asiatique baissière. On a les 4 sorcières ce soir. Bon, concrètement, moi, ça me donne pas mal d'avis négatifs. Et si j'essaie de voir du côté positif, eh bien, je vois pas quel facteur pourrait soutenir, à part l'indice des prêts à consommation publié tout à l'heure. Donc, je refais voir. Taux de chômage, l'estimation des indices de prêts à consommation. Ça peut être des statistiques qui peuvent venir supporter les cours, mais bon, honnêtement, je table plutôt sur un sentiment, sur une tendance baissière aujourd'hui. Donc, le CAC devrait trouver un niveau de support sur ce canal baissier. Euh, Maintenant, si on a des publications économiques qui vont à l'encontre, enfin qui pénalisent les indices européens, eh bien on pourrait traverser ce niveau de ce canal et trouver un niveau de support à 5122 points. Voilà. Mais sinon, concrètement, je pense qu'il n'y aura pas de débordement en dessous de ce canal baissier. Le DAX, pareil, il teste son oblique haussière qui vient chercher les points bas depuis l'élection du président américain le 7 novembre dernier. Donc nous y sommes presque. À noter que le DAX fait son pullback sur cette ligne bleue. Cette ligne bleue représente le plus haut de 2015. Voilà, plus haut de 2015. Donc c'était l'ancien précédent plus haut avant que le DAX casse ses plus hauts cette année. Le CAC, ses sommets 2015 sont ici. Donc vous voyez qu'il est bien en dessous. Et l'Eurostoxx ne les a pas dépassés, hein. L'Eurostoxx, c'est plus haut de 2015, soit à 3691. Alors, non, plus haut, pardon. Allez, sont à 3836. Donc pour un moment, qui sont pénalisés par les indices des pays du Sud, malgré leur surperformance par rapport aux autres indices européens. Ils sont un peu plus volatiles. Et quand on regarde l'IBEX, par exemple l'indice espagnol qui surperforme tous les autres indices européens, même le DAX, eh bien on a depuis le début de l'année, on a une progression. On avait une progression au début du mois de mai de 18%, il s'est replié de 7%. Voilà, il a perdu 7% depuis ses plus hauts. Donc voilà, c'est un peu plus volatile, mais en même temps c'est normal parce que c'est un rattrapage que nous retrouvons depuis les indices des pays du Sud sur les autres indices comme le CAC et le DAX. Donc voilà, moi je pense que l'Eurostoxx, la prochaine hausse de l'Eurostoxx 50 viendra en partie, en tout cas les indices des pays du Sud contribuera à cette hausse. Il faut plutôt prendre l'indice Eurostoxx 600, étant donné que dans l'Eurostoxx 50, on a peut-être une petite dizaine de titres
des pays du Sud. Donc c'est pas suffisant sur 50 titres pour avoir un impact conséquent. Par contre, si on regarde voilà, l'Eurostoxx 600, alors on va faire une petite étude, Eurostoxx 600 depuis le début de l'année versus l'Eurostoxx 50. On va voir lequel se performe le plus. Concrètement, si c'est l'Eurostoxx 50, ça voudrait dire que c'est plutôt les actions, euh, les actions des pays comme le CAC, enfin des indices comme le CAC, le DAX euh, ou du Pays-Bas qui vont surperformer les pays du Sud. Et à l'inverse, si c'est l'Eurostoxx 600 qui bat, alors il semblerait que c'est l'Eurostoxx 600, eh bien ça veut dire que les pays du Sud contribuent assez bien à la hausse des indices européens depuis le début de l'année. Voilà, tout simplement parce que dans l'Eurostoxx 600, il y a beaucoup plus d'actions venant des pays du Sud. Et donc on peut voir leur surperformance. Ça veut bien dire que les pays du Sud affichent une meilleure performance que les pays du Nord. Voilà. Sinon, ce qu'on peut faire, si on fait le CAC 40 plus le DAX, CAC 40 plus DAX divisé, enfin pardon, et on compare par rapport à l'IBEX 35, le PSI donc qui est l'indice portugais, PSI 20, voilà c'est ça le ticker, plus on va mettre le MIB, hein, l'indice italien. Alors non, sur ce graphique-là, nous ne voyons pas de surperformance. Eh bien écoutez, a priori, il n'y a pas encore de surperformance de la part des pays du Sud. Bon, en tout cas, c'est assez mitigé. Concrètement, on ne peut pas avoir d'avis vraiment tranché là-dessus. En tout cas, quand je vois la performance de l'IBEX ou du PSI depuis le début de l'année comparée à celle du CAC ou de l'indice allemand, eh bien, on a vraiment une belle performance. Alors, PSI 20. Alors, je ne suis pas autorisé à lire ce graphique, a priori. Bon, c'est pas grave. On passe à la suite. Donc le cas concrètement, l'objectif il est baissier. On teste le canal baissier. Vous voyez qu'on rebondit parfaitement dessus. Hier, c'était pareil. Bonjour à vous Jean-Yves, bonjour Brigitte. Voilà, bonjour à vous tous, bonjour à tout le monde. Donc rebond sur le canal descendant, le DAX rebond sur les sommets 2015, l'Eurostoxx niveau de support, pardon, sur les 3450 points. Dès qu'on aura une cassure de ce niveau-là, le prochain niveau de support de moyen terme sera les 3318. Voilà, on trouvera une résistance, un support pardon, intermédiaire à 3400. Donc en fait l'Eurostoxx, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment essai psychologique. Regardez ici, 3691 c'est 3700, 3650 ici, 3600, 3550, 3500, vous voyez ici, 3550, 3400, 3318, bon c'est 3300 concrètement, etc., etc. Donc les seuils psychologiques, les chiffres ronds sur le stock 50 sont extrêmement importants. On passe au Forex. Alors un petit tour des paires majeures, l'euro-dollar. Alors on va faire une étude de moyen terme. J'ai publié par ailleurs sur le site dailyfx.fr hier mes prévisions pour l'euro-dollar sur du moyen long terme. Donc je vous invite à les lire, hein. Il est vraiment mis à jour avec différentes indications. Il y a des graphiques mensuels, donc on va le regarder tout de suite d'ailleurs. Vous voyez ce graphique mensuel, donc on a eu un vrai signal d'achat en début d'année. On a cette oblique haussière en bleu qui vient chercher tous les points bas depuis le début des années 2000. Le cours qui évolue dans un canal descendant depuis la crise. Donc on a eu le rebond sur cette oblique baissière, le rebond près du canal, de la base du canal baissier, validé par une divergence haussière au mois de juin. Donc là, on n'a pas eu encore la clôture de la clôture. On n'a pas eu encore la clôture mensuelle du mois de juin. Donc concrètement, le signal n'est pas encore validé, mais il est peu probable que le RSI
rechute aujourd'hui en dessous de 50, étant donné qu'il est quand même assez haut. Et donc ça serait une divergence haussière du RSI validée. Donc là, on a depuis hier, on a testé cette oblique, petite oblique baissière en rouge que vous voyez là, qui vient chercher tous les points hauts depuis 1000-2015. On teste, il va y avoir une prise de bénéfice, mais voilà, à moyen terme, je suis convaincu que l'euro-dollar viendra chercher cette oblique baissière qui date de 10 ans maintenant, près de 10 ans, et qui est aujourd'hui autour des 1,10. Alors on regarde en mensuel, voilà, elle est à 1,1650, 1,17. Voilà, donc dès qu'on aura cassé cette oblique en weekly, dès qu'on l'aura cassé en hebdomadaire, ça sera un vrai signal de hausse pour venir chercher les 1,1650. Moi, mon sentiment, ma prévision, j'ai envie de dire sur du sur du long terme pour la fin de l'année, c'est un euro-dollar autour des 1,18, 1,20. Voilà, je tends plutôt sur les 1,20 pour être honnête avec vous. Voilà, donc sur du daily, on a un vrai momentum haussier, on risque de voir la même chose. Donc depuis le signal haussier du sentiment, hein, l'euro-dollar a pris 721 pips. Donc on a tendance, on a impulsion, consolidation, impulsion, consolidation, et on peut voir que les impulsions durent environ une semaine. Ça consolide pendant plusieurs semaines et ça repart. Donc là on a une impulsion. Moi je pense que le cours va consolider sur ce niveau de prix, tout simplement parce qu'on a pas mal de signaux, hein. On a cette oblique que je le répète, pardon, baissière qui vient chercher tous les points hauts depuis mi-2015. On a également une résistance mensuelle ici. On est proche des 1,15. Voilà, donc pour moi, là on arrive sur une zone d'excès. Le RSI également. Donc attendons que le RSI retourne sur 50. Et ça sera peut-être un signal haussier, comme on a pu le voir ici, comme on a pu le voir ici. C'est vraiment le scénario que j'attendais. Voilà, c'est le RSI 50, je ne cesse de l'annoncer. Donc dès que le RSI revient à 50, ça sera un signal d'achat. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est que l'euro-dollar revienne sur les 1,1250, sur cette oblique, voilà, en bleu. Faudra être patient, mais je pense que ça pourrait être faisable pour payer l'euro-dollar, tout simplement. On passe sur l'USD Yen, donc le top 2 des devises les plus faibles depuis le début de l'année, l'USD et le Yen. Donc c'est un peu le concours des devises les plus performantes quand on regarde l'USD Yen. Donc là, l'USD Yen est baissier, c'est-à-dire que l'USD sous-performe et donc que le Yen surperforme. Voilà. Donc USD vraiment baissier, hein, ces 2-3 dernières séances. Moi, honnêtement, l'USD Yen, je le traite plus parce que c'est tradé. Ça revient un peu à trader l'inverse de l'AUD NZD dans le sens que l'AUD et le NZD sont deux devises extrêmement fortes depuis le début de l'année. Donc il n'y a pas vraiment de tendance saine. L'USD Yen, pareil, depuis le début de l'année, c'est deux devises extrêmement faibles et donc il n'y a pas vraiment de tendance saine. Voilà. Nous, en tant que trader Forex, et surtout en tant que trader de tendance, on va chercher à acheter une devise qui est forte contre une devise qui est faible. C'est ça qui fait une tendance vraiment avec un bon momentum et qui est saine. Maintenant, si on cherche des devises qui n'ont pas vraiment de tendance, on n'aura pas de tendance, tout simplement. Voilà, donc on va essayer de croiser, par exemple, l'AUD avec le yen, l'AUD avec l'USD, etc., etc. Donc on va voir ça juste après. On fait le tour des paires majeures, AUD, USD. Voilà, hein. On a eu le signal, le scénario pardon, stratégique a été haussière 0,77, mais avant c'était 0,76, ça fait maintenant pas mal de temps, ça fait depuis les 0,75 hein, qu'on est haussier, je vous le rappelle. Donc ça fait 200 pips pour ceux qui me suivent sur la UD-USD. On va faire un petit tour, hein, fin du premier semestre, ça fait un mois que je fais les webinaires. AUD Yen, pareil, on est haussier depuis... alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai un peu moins de certitude, mais il me semble que c'est depuis les 84-50. Voilà, 84,50, on a relevé notre objectif petit à petit. Là, on maintient toujours la UD yen à 88. On l'a vu, le yen est neutre aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de tendance sur la UD yen aujourd'hui. Mais voilà, je maintiens mon cap sur du moyen long terme. Pour le moment, la UD ne montre pas de signaux négatifs. Si on regarde la UD NZD, on a cette divergence haussière validée. Bon, aujourd'hui, le NZD prend le dessus, mais la UD reste clairement orientée à la hausse. Voilà. Si on regarde la XY qui est dollar australien index, le dollar australien index, il y a un potentiel haussier encore
encore exploitable. Voilà. Dès qu'on arrivera sur ce niveau de prix, donc l'AXY, qui est le DXY version dollar australien, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'est le DXY, c'est le dollar versus un panier de devises majeures. Donc le dollar CAD, l'euro, le yen, le dollar néo-zélandais, le dollar AUD, le franc suisse et la livre sterling. Voilà. Jean-Yves, Laurent. Alors bonjour Jean-Yves. Je pense qu'acheter l'or à 1141 est un bon point d'entrée. Alors Jean-Yves, comme à mon habitude, je vais faire l'euro à la fin de ce webinaire et voilà, je répondrai à votre question, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc la XY concrètement, il y a un potentiel encore haussier, le NXY, ZXY, qui est le dollar néo-zélandais index, donc qui a cassé son canal ascendant. Maintenant, moi ce que je vois, eh bien si on devait avoir un plus haut, voilà, ça devrait être ici, donc je vais marquer un petit peu les pivots. Voilà. Ça, c'est les prochaines zones de résistance, 73,6, 74,9. Sur du weekly, on n'a pas de divergence baissière. Sur du mensuel, nous n'avons pas de divergence baissière. On a que sur 50. Donc voilà, concrètement, on a un potentiel haussier sur encore sur le dollar néo-zélandais. Alors excusez-moi pour ce petit alors GBP-USD. Alors GBP-USD c'est haussier, on a cette résistance toujours à 1,3050 sur du moyen long terme. Moi je n'envisage pas un dépassement de cette résistance, tout simplement parce que le GBP, la livre, ne l'a pas dépassé depuis le mois d'octobre 2016. Alors si elle la dépasse, ce ne sera probablement pas grâce à un momentum haussier de la livre, mais plutôt à la baisse du dollar US. Voilà, parce que si on regarde l'euro GBP, bon, l'euro GBP, on n'a pas vraiment de tendance, tout simplement parce que voilà, l'euro est fort, la livre compense un petit peu, mais voilà, on n'a pas l'euro. Si on regarde sur du moyen terme, depuis le début du mois de mai, on a une super performance de l'euro, même sur un trimestre, hein, comme vous pouvez le voir, sur 3 mois, l'euro GBP s'est apprécié de 2,48%, ce qui est relativement important. Voilà, donc euro GBP, l'euro à la main. Voilà, donc la livre, c'est aussi à court terme, je ne le cache pas. Elle suit la trace de l'euro, elle se voit aussi également bénéficier de la baisse du dollar US. Mais voilà, d'un point de vue fondamental, on n'a pas vraiment de facteur qui soutient la livre. On a eu ce matin un indice de confiance qui a été publié à un plus bas. Donc voilà, on n'a pas vraiment de facteur, j'ai envie de dire, qui soutient la livre sterling d'un point de vue fondamental. Voilà. Donc livre sterling, résistance à 1,3047. J'attendrai des signaux baissiers. Voilà, tel qu'il y a une cassure d'une ligne tendance sur le RSI, cassure de 50, divergence baissière, voilà, des choses comme cela pour shorter la livre sterling. On continue USD CAD. Alors l'USD CAD, moi j'avais un sentiment, pas un scénario, hein, mais un sentiment que l'USD CAD pourrait aller à 29, 23 depuis hier. Donc on teste les 1,30, c'est une zone forcément où des acheteurs vont venir. Néanmoins, on a une hausse du pétrole, et tant qu'on a une hausse du pétrole, ça fera pression sur le SD4. Voilà, donc la stratégie concrètement sur SD4, c'est de shorter ce cours tant que le pétrole est orienté à la hausse. Voilà, le pétrole, comme vous pouvez le voir, il fait ça, il a inscrit hier sa 6e séance de hausse, et il est en train de marquer sa 7e. Alors, on passe au scénario stratégie. Donc, on a une super performance du NZD, comme on peut le voir aujourd'hui. Vous voyez, le AUD-NZD est baissier, c'est-à-dire que le NZD est haussier. Donc, NZD haussier, le CAD également. Alors, on va regarder le NZD versus CAD, lequel tu performes. Bon, il semblerait qu'en intraday, voilà, le NZD, NZD CAD, ça doit être, sur les 3 derniers jours, c'est le CAD qui superformait. Aujourd'hui, il semblerait que le NZD superforme, mais bon, voilà, le CAD a quand même eu une puissance sur le marché du Forex ces dernières séances, et donc on va essayer d'en profiter malgré que ce soit vendredi. Voilà, donc NZD CAD, c'est les devises les plus fortes, même versus l'euro, donc euro NZD, alors euro NZD,
Alors l'euro qui a progressé et en intraday le NZD qui surperforme. Eurocad. Eurocad s'étape là, ça montre bien que malgré, vous avez vu la tendance haussière sur l'euro depuis ces 3 dernières séances, on est venu chercher les 1,1450, hein, l'euro qui a progressé de 200 pips, 200 points contre le dollar US, et bien on a l'Eurocad qui progresse très très légèrement. Ouais, donc la plus forte résistance sur le Forex en ce moment, c'est le CAD et le NZD. Voilà. Après l'euro, comme on l'a vu, il est sous résistance, donc je ne vais pas acheter l'euro à ce prix-là. Je vais plutôt me focaliser sur le CAD et sur le NZD. Donc on a le yen qui est baissier, USD yen, on regarde. L'USD yen, il est baissier, c'est-à-dire que l'USD sous-performe. Donc on va essayer de vendre l'USD plutôt que le yen en intraday. Quelle autre paire de devises on pourrait shorter? Alors on va regarder l'USD CHF. USD CHF. Alors en intraday, il est haussier l'USD CHF. Donc c'est-à-dire que le CHF sous-performe vis-à-vis de l'USD. Donc même si on regarde CHF yen, donc on avait un scénario haussier depuis quelques semaines pour venir chercher les 115, ça avait été atteint, j'avais complètement oublié. Voilà. Maintenant CHF yen il sous-performe en intraday, donc on devrait avoir une tendance baissière en intraday sur CHF. Donc tout ce qui va être vente USD, vente CHF, je pense que c'est des devises assez intéressantes à shorter. Et donc l'association du NZD CAD versus CHF et USD, ça pourrait être intéressant. Donc on va croiser ces données-là. NZD USD, achat NZD USD. Toujours notre objectif à 0,7395, 0,7385, excusez-moi. CAD, USD CAD. Toujours le scénario pas stratégie, hein, je ne vais pas confondre, parce que je pense qu'il est un peu trop tard. J'aimerais bien, enfin je pourrais, hein, honnêtement je pourrais dire que c'est une stratégie, mais honnêtement j'aurais pas de mérite à ce que celui-ci soit atteint, tout simplement parce qu'on est à, nous sommes à 60 pips environ, 60. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de bénéfice, je vais quand même le noter, mais voilà, honnêtement, s'il est atteint, bon 60 pips c'est pas vraiment quelque chose qui, euh, qui m'intéresse. Mais bon, c'est quand même 60 pips. Et donc, on a également le CAD-Yen. CAD-Yen qui teste son oblique baissière. Donc, concrètement, cet oblique-là qu'il faut viser en intraday. Donc là, vous pouvez racheter le CAD-Yen si vous le souhaitez pour viser la ligne de tendance baissière qui va chercher tous les points hauts. C'est simple. Tous les points hauts depuis la fin de l'année. 2016, pardon. Et enfin, le NZD-Yen. NZD-Yen, objectif 82-84. Pardon, NZD CHF, excusez-moi. NZD CHF, alors, on va tracer ensemble le graphique. Alors pour ceux qui ne savent pas comment je trace mes niveaux de support résistance, je prends un graphique qui est mensuel et je j'utilise les supports résistance des prix de clôture, attention, hein, pas des prix d'ouverture, mais des prix de clôture. Simplement parce que les prix de clôture sont surveillés par les institutionnels et vous comme moi savons que c'est les institutionnels qui font le marché. Voilà, donc on va pas non plus inonder notre graphique de support résistance. Concrètement, on a une résistance à 0,70, 20, 0,70, 67. NZD plutôt bull, CHF plutôt baissier en intraday. Et donc en intraday, je dis bien, parce que le CHF est corrélé à l'euro. L'euro, faut pas oublier qu'il est extrêmement haussier. L'euro dollar, c'est la paire Forex des 48 paires, hein, la Forex 48 qu'on appelle, qui affiche la meilleure performance depuis le début de l'année. Donc ne pas oublier que le CHF suit le cours de l'euro et donc shorter le CHF sur du moyen terme, ce n'est pas une stratégie qui est gagnante. Voilà, donc les achats sur les ventes sur CHF, ventes sur l'euro, ce sera que ponctuel sur du très court terme. En tout cas pour le moment. NZD CHF, stratégie haussière, je pense qu'à 0,70, 20. Voilà, tout simplement. Sans grande conviction, attention, hein, c'est vraiment pour ceux qui aiment l'agressivité.
Moi, je me rapatriais plutôt sur l'USD yen. Voilà, vente USD, vente yen. Donc NZD USD. NZD USD, je maintiens mon scénario swing en à 0,7385. NZD yen 82,84. CAD USD CAD 1,2938 et CAD yen. La ligne de tendance haussière. Voilà, ça, la ligne de tendance haussière, honnêtement, vous pouvez la tester, la chercher en intraday ou pour les séances à venir. On aura également l'AUD. Voilà, AUD yen. C'est pas l'AUD étant donné qu'il est ralenti et que le yen progresse, c'est pas forcément la devise, la paire la plus intéressante. On va la regarder ensemble, mais voilà, vous voyez que c'est pas très intéressant. On a toujours notre scénario à moyen terme à 88, mais voilà, il faut s'attendre à un ralentissement à court terme. AUD USD. Donc le scénario a été atteint, on peut l'enlever maintenant. Félicitations à ceux qui ont suivi. Et voilà, donc pour ce qui est des paires Forex. Hein. Alors on passe à l'or. Pour répondre à votre question, j'arrive 1241. Est-ce que ce serait un bon point d'achat? Alors j'ai l'impression d'acheter à 1241, c'est un peu rattraper un couteau qui tombe dans le sens que le RSI n'affiche pas de signal d'achat, pas de divergence haussière, malgré le fait qu'on soit sur l'oblique. Enfin, mis à part l'oblique, en fait, je ne vois pas pourquoi j'achèterais le gold à 1243, 1241 $. Oups. Alors, j'essaye de tracer. Hop. J'essaie de trouver une ligne tendance qui est efficace. Mais voilà, honnêtement, vous voyez qu'on est en train de tester. Alors, si je viens chercher tous les points bas depuis la fin de cette oblique haussière, pardon. Voilà. Cette oblique vient chercher tous les points bas, excepté cette semaine, hein, mais tous les points bas depuis depuis décembre 2016. Donc là, on est dessus. Tant qu'on n'a pas de divergence haussière, nettement, moi, je m'abstiendrai de payer le gold. C'est un peu rattraper un couteau qui tombe. Donc, voilà. Et puis en plus de cela, quand je vois on est sur le sentiment que donc le gold, spot gold, vous voyez, on est à plus de 80% de position acheteuse sur le gold. Alors étant donné qu'on utilise le sentiment comme un indicateur contrarien, et qu'en plus de cela, si vous regardez le spot gold, donc le nombre de positions acheteuses a baissé par rapport à la semaine dernière, donc ça c'est bon signe. Et le nombre de positions vendeuses a également baissé. Donc en fin de compte, il n'y a pas vraiment de signal venant de ce changement de position. Mais vous voyez qu'ici on a des positions acheteuses qui progressent. Et tant qu'on n'aura pas une diminution des positions acheteuses, on n'aura pas de signal d'achat. Regardez ici, vous voyez le gold, ici on a une diminution des positions acheteuses, le gold monte. Accélération des positions acheteuses, le gold diminue, etc. etc. Donc voilà, honnêtement, tant que nous n'avons pas j'ai envie de dire, de baisse massive de positions acheteuses, eh bien nous nous abstiendrons d'acheter le gold. Voilà. Autant attendre, je pense que j'arrive en plus à acheter un vendredi. Bon, je ne vois pas enfin, je trouve ça assez risqué dans le sens que vous laissez votre position over week-end. Après, moi, honnêtement, je laisse mes positions, je les laisse over week-end. Mais quand je les ai pris, par exemple, le mercredi, jeudi, ou alors avant mercredi, ou alors quand j'ai vraiment une conviction forte. Par exemple, sur la UDN, etc., tout ce que je vous propose, toutes mes stratégies Forex, c'est plutôt des convictions fortes. Et donc, les avoir over week-end, ça me pose pas de problème. Après, le gold, je vois que le RSI remonte à la baisse, que ce soit sur du daily, du 4 heures.
Voilà, daily 4 heures, on est à la baisse. On teste une oblique baissière. Voilà. Le sentiment est clairement haussier. Il y a plus de 80% de positions acheteuses. Voilà. Je ne vois pas pourquoi j'achèterais le gold maintenant et encore moins un vendredi. NZD Yen 82,84 en intraday de la part de François. Alors, laissez-moi regarder un petit peu à quoi correspond 82,84. Alors non, pas en intraday, attention, c'est un objectif de swing trading. Voilà, le NZD Yen, ça fait maintenant depuis début juin que je vous le propose. Voilà, faut être patient. En intraday, honnêtement, je n'ai pas vraiment de niveau de support résistance. Je ne suis pas honnête, pour être honnête avec vous, je ne suis pas vraiment un trader d'intraday sur le forex, plutôt sur les indices boursiers. Euh, Dès que j'ai des convictions fortes en intraday, je les donne dans mes analyses, dans mes articles ou dans mes webinaires. Mais écoutez, un vendredi des 4 sorcières, on a en plus sur le calendrier économique des statistiques de la zone euro importantes, du Canada et en plus des États-Unis. Bon, honnêtement, vendredi, je préfère là me prendre, rester plutôt off sur de l'intraday, valider les clôtures mensuelles, enfin un peu regarder les clôtures mensuelles qui correspondent aussi aux clôtures semestrielles. Faire un point sur les stratégies swing. On a ajusté en payant du CAD tant que la condition pour payer du CAD, c'est tant que le pétrole est haussier. Et voilà. 82,33 en intraday. Alors, 82,33. Donc le précédent plus haut en fait, si je comprends bien François. Honnêtement, ça me semble peu probable. Le NZD Yen est beaucoup, comment dire, il évolue beaucoup pendant la séance. Alors si on regarde en 1 heure, voilà, là on a un momentum haussier. Ça se fait fin de séance américaine, début de séance asiatique. Ici pareil. En fait, on n'a pas vraiment de corrélation entre enfin, de volume qu'on peut constater. Alors je sais pas si, non, on peut pas ajouter. Non, alors honnêtement, NZDN, ça me semble peu probable qu'il a cherché 82-33. Je ne vois pas pourquoi il irait chercher. On n'a pas eu de statistiques néo-zélandaises cette nuit. On a une statistique japonaise qui était baissière, donc qui soutient le yen. Mais voilà, honnêtement, 82-33, peut-être, hein, honnêtement peut-être, mais ça me semble peu probable. Voilà. En tout cas, c'est une stratégie de moyen long terme. Voilà, donc en intraday, CAD, Bull, NZD, bullish. À l'inverse, dollar US et franc suisse plutôt baissier, donc c'est ces stratégies-là qu'il faudra profiter en intraday. Attention, ce soir sur vos expositions aux indices, on a les 4 sorcières, donc qui dit 4 sorcières dit volatilité. Et donc voilà. Merci à vous pour votre attention, excellente journée. Je vous rappelle que je ne serai pas présent la semaine prochaine, donc nous retrouverons le lundi 10 juillet à la même heure pour le prochain point de marché. Et sinon, vous retrouverez les points de marché de Yoav Nizar, donc l'après-midi. Et voilà, et les articles sur dlfx.fr. Merci à vous tous pour votre attention, excellente journée et à bientôt. Écoutez, merci à vous François pour les vacances, merci.